Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner un exemple de dissertation juridique corrigée. Donc vous avez la correction écrite qui figure sur notre site internet sur le blog, donc c'est accessible gratuitement, donc je vous invite à le lire. J'espère même que vous l'avez lu avant cette vidéo. Mais sinon, pour ceux qui ont la flemme ou qui aiment bien les explications orales, là je vais vous faire une synthèse en vidéo, correction, synthèse en vidéo, pour vous expliquer un petit peu comment rédiger une dissertation. Donc là ici, on a une dissertation en droit des personnes. Je vous ai mis une dissertation qui est assez classique dans le sens où, la dissertation s'appelle «Les sources du droit des personnes». Pourquoi je vous dis que c'est assez classique? Parce que vous pourriez très bien avoir ce type de dissertation dans d'autres types de matières. Vous pourriez très bien avoir les sources du droit du travail, les sources du droit constitutionnel. Voilà, c'est des dissertations qui, techniquement peuvent tomber dans toutes les matières, puisque toutes les matières ont des sources, spécifiques. Voilà, donc là, je vais surtout vous expliquer un peu la structure. C'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment on rédige et comment on structure une dissertation. C'est vraiment un exemple. Donc, je vous rappelle que dans l'introduction de la dissertation, d'une manière générale dans une dissertation, vous avez des parties obligatoires, des éléments obligatoires. C'est-à-dire que si vous oubliez un seul de ces éléments, vous perdez des points. J'insiste là-dessus parce qu'il y a encore énormément de copies de première année de droit, même de deuxième année de droit, qui oublient des parties. Et j'ai beau le répéter en disant, mais vous avez des éléments obligatoires, parfois les étudiants ne me font pas confiance. Ils pensent qu'ils peuvent faire des dissertations comme au lycée, que ça va passer, mais en réalité, vous avez une méthode. Si vous ne suivez pas la méthode, vous perdez des points, même si sur le fond, votre dissertation est bonne. Donc, dans une introduction de dissertation, vous avez d'abord l'accroche. Ensuite, vous avez la définition des termes du sujet ou les définitions, si vous avez plusieurs termes. Vous avez la partie intérêt du sujet, impératif, contradictoire. Cette partie, elle est très mal comprise par les étudiants, donc je vais aussi vous expliquer et vous donner l'exemple avec ce sujet de dissertation. La problématique, sous forme interrogative, ça permet à votre correcteur de le voir, et l'annonce de plan. En sachant que je vous conseille vivement, dans vos introductions de dissertation, de faire un paragraphe par partie, d'aller à la ligne et de faire un alinéa à chaque fois, pour faciliter le travail de votre correcteur et lui montrer que vous avez un paragraphe qui correspond à chaque fois à la partie obligatoire, à l'étape obligatoire de l'introduction. Parfois, on a des blocs dans ce que je corrige, j'ai des blocs d'introduction de dissertation, sans paragraphe, sans alinéa, et non seulement ça rend plus compliqué le travail du correcteur, donc c'est énervant, mais en plus de ça, souvent, quand on a des blocs comme ça, c'est que les parties n'ont pas été respectées et qu'en fait tout est un peu confus. Et donc ça, c'est très mauvais signe pour la suite de la dissertation, parce que si l'introduction est mauvaise, le contenu vraisemblablement sera mauvais aussi. Donc l'accroche. Donc là, on est sur un sujet des sources de droit des personnes. On va essayer de trouver une accroche, voilà, qui fait intervenir, qui parle de cette diversité des sources de droit des personnes. Donc, la Cour de cassation a validé le 4 octobre 2019 la transcription en droit français de la filiation de la mère d'intention vis-à-vis de ces deux filles nées d'une gestation pour autrui aux États-Unis à la suite d'une demande d'avis consultatif adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, vous allez me dire, et donc là, je parle plus récemment, l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG, fait de la France le premier pays du monde à constitutionnaliser ce droit, etc. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Le rapport, c'est que là, on montre qu'on a des événements d'actualité qui montrent que le droit des personnes est influencé par plusieurs sources du droit. Là, on a des sources conventionnelles, sources internationales, si vous voulez, puisqu'on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, mais on a aussi des sources constitutionnelles. Donc on voit bien qu'on a une diversité des sources en droit des personnes, et c'est ce qu'on précise ici. On précise, ça illustre. Donc ça, moi, c'est une partie qui n'est pas obligatoire, mais que j'invite les étudiants à faire. C'est une phrase qui va lier l'accroche au sujet. Parce que sinon, vous mettez une accroche. Des fois, il y a des étudiants qui font ça. Ils vont mettre, par exemple, une accroche entre guillemets. Puis après, directement, ils définissent, mais il n'y a pas de lien. Faites une petite phrase quand même pour lier votre accroche au sujet, c'est-à-dire après la définition. Donc là, on met ces événements illustrent avec force la complexité contemporaine des sources du droit des personnes et leur évolution rapide sous l'influence des dynamiques nationales et internationales entremêlées. Donc là, voilà une petite phrase pour montrer pourquoi on parle de ça. Donc ces événements d'actualité illustrent voilà, cette diversité des sources. Définition. Très important cette partie des définitions parce que ça permet d'éviter les hors-sujets et de montrer que vous avez bien compris. Donc l'expression source du droit. Là, je vous donne un peu, donc je définis un peu dans le détail, et globalement, les sources du droit, c'est les différents types de normes dans lesquelles le droit puise sa source et qui sera ici retenu. Donc, c'est les normes qui sont à l'origine de la création du droit. Le droit des personnes, on le définit aussi. C'est la partie du droit civil qui étudie les personnes en tant que sujet de droit, c'est-à-dire les sujets titulaires du droit et assujettis à des obligations. Vous voyez que c'est mathématique, hein, on reprend les termes du sujet et on les définit bien pour être sûr de savoir de quoi on parle.
pas éviter de sinon on peut vraiment faire un hors-sujet, parler d'autre chose. Donc s'intéresser aux sources du droit des personnes revient à étudier les différents types de normes qui créent le droit des personnes français. 2 secondes. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça nous aide beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a une plateforme complète sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des matières fondamentales pour la L1, la L2 ou la L3. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On peut reprendre tout de suite la vidéo, c'est parti. Ensuite, partie des intérêts et impératifs contradictoires. Alors cette partie, les étudiants se trompent souvent et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas parfois à dépasser la moyenne. Dans tous les sujets de dissertation, on ne vous demande pas de faire comment dire, une récitation de cours. On ne va pas vous demander là d'énumérer bêtement les sources du droit des personnes et de réciter votre cours. On vous demande dans tous les sujets de dissertation de trouver les intérêts et souvent la tension qui existe, on appelle ça aussi les impératifs contradictoires, qui existent au sein d'un sujet. C'est pour ça que quand vous lisez des sujets de dissertation, il faut toujours se poser cette question-là. Souvent, ça ne vient pas tout de suite à l'esprit, hein, mais il faut se demander pourquoi on m'a mis ce sujet. Qu'est-ce qui fait que je peux trouver une tension, quelque chose qui va me permettre, moi, de réfléchir au sujet, un axe de réflexion? Là, sur les sources du droit des personnes, la pire chose à faire, ce serait d'énoncer et de faire, grand 1, les sources constitutionnelles, grand 2, les sources internationales. Ce qu'il faut faire ici, c'est trouver les impératifs contradictoires, la tension. La tension, c'est qu'on a une transformation, en tout cas, c'est l'axe que moi j'ai décidé de prendre, une transformation de la hiérarchie traditionnelle des normes. On a d'un côté le droit des personnes qui pouvait traditionnellement être considéré comme étant régi par le droit français et par le code civil, avec quelques dispositions du droit constitutionnel, mais on a une architecture classique de ce droit des personnes, une évolution contemporaine qui est bousculée par l'apparition de nouvelles sources et l'influence croissante du droit européen international. En réalité, c'est pas nouveau, hein, mais c'est récent, on va dire, à l'échelle du droit. On a l'influence croissante du droit international et du droit européen. Et donc, ça soulève des questions fondamentales de la souveraineté normative française et la cohérence du système juridique national. Vous voyez, je dis pas bêtement, on va voir d'abord les sources de droit constitutionnel, puis les sources législatives, puis les sources internationales. J'explique qu'il y a une tension, qu'on avait traditionnellement, voilà, un droit des personnes qui était encadré par le droit français et que de plus en plus, on a cette influence des normes internationales, des normes européennes qui viennent. Et avec cette idée de tension d'impératifs contradictoires, après là, on va pouvoir caser nos éléments de cours dans nos différentes parties. Puisqu'en fait, il va s'agir dans un premier temps de dire, bah voilà, on avait traditionnellement les sources internes qui étaient prépondérantes dans voilà, la réglementation du droit des personnes. Et puis, on a une évolution avec désormais les sources internationales, les sources européennes qui viennent encadrer le droit des personnes. Et là, on va pouvoir prendre les exemples dans notre cours qui permettent d'illustrer ces idées-là. Mais on va démontrer quelque chose. On va démontrer, on va réfléchir au sujet. On va pas faire quelque chose de descriptif, on va réfléchir. Et l'idée qu'on va expliquer progressivement, c'est cette idée de transformation, d'évolution du droit des personnes, du point de vue, en tout cas, de ses sources. Et donc, on le met dans l'annonce de plan général. Donc là, problématique toujours sous forme interrogative ici. Donc, vous voyez, ça retranscrit cette tension, ça découle vraiment de cette partie-là, hein, la problématique. Comment l'évolution des sources du droit des personnes révèle-t-elle une transformation de l'équilibre normatif français entre souveraineté nationale et influence supranationale? Voilà, c'est beaucoup de complexité pour pas grand-chose, mais les correcteurs aiment ça. Voilà, on montre cette idée d'évolution. Si les sources nationales du droit des personnes conservent leur importance structurante, elles évoluent désormais dans un dialogue complexe avec les sources européennes et internationales qui redéfinissent les contours de la matière. Vous voyez l'idée? On évolue petit à petit. Donc là, toujours pareil, vous avez des éléments obligatoires. L'annonce de plan interne, toujours. Ça, si vous ne le faites pas, vous perdez des points. Donc l'annonce de plan interne, vous l'avez ici, entre le 1, enfin, qui va annoncer le 1A et le 1B, mais vous l'avez aussi sous le 2, ici. N'oubliez jamais ça. Vous avez toujours les transitions à la fin des sous-parties. Le seul endroit où vous n'avez pas de transition, c'est à la fin du 2B. C'est logique, c'est parce que vous n'en avez pas ici, parce que c'est la fin de la dissertation. Mais les transitions, vous en avez à la fin de chaque sous-partie. Sinon, pareil, si vous ne le faites pas, vous perdez des points. Donc faites-le. Alors, je ne vais pas vous lire bêtement la dissertation. Vous avez la correction sous les yeux. Je vais simplement vous montrer un petit peu les différentes idées. Donc déjà, vous voyez que dans chacune des sous-parties, j'ai plusieurs paragraphes. Ça, c'est pas du hasard. Alors vous voyez, vous avez différents paragraphes au sein de chaque sous-partie. Donc j'insiste là-dessus parce que ces paragraphes correspondent à des idées. Ça, pareil, je me tue à le dire aux étudiants. Les étudiants,
en première année, vous faites souvent des gros blocs de texte. Je faisais la même chose, hein, donc c'est pas une critique, mais c'est pour vraiment comprendre qu'il faut arrêter de faire ça. Quand vous faites des gros blocs de texte et que vous n'avez pas différents paragraphes, c'est soit que vous faites aucun effort sur la forme et dans ce cas-là, bah, autant faire des paragraphes et des alinéas pour, bien montrer vos idées, soit et c'est souvent le cas, qu'en fait, vous n'avez pas bien compris comment on rédige et quand on rédige, on a toujours des idées. Vous allez avoir idée numéro 1, idée numéro 2. Votre idée numéro 1, elle peut être illustrée par un exemple. Donc, vous allez avoir idée numéro 1, puis un exemple pour illustrer ça. Et donc, globalement, vous avez entre 2 et 4 idées par sous-partie qui correspondent à des paragraphes. Et ça permet de montrer votre raisonnement à votre professeur. Donc là, vous allez voir que chaque paragraphe, je vous invite à aller le lire, mais je vais vous expliquer, chaque paragraphe correspond à une idée. Donc là, dans la construction du plan, alors juste avant de vous montrer les paragraphes, bon, pour la construction du plan, vous voyez, à chaque fois, on a un qualificatif. Donc là, franchement, je ne me suis pas pris la tête, mais l'encadrement important du droit des personnes par le droit national, vous voyez, ça, c'est un qualificatif. C'est mieux, c'est toujours mieux que l'encadrement du droit des personnes par le droit national. Ça permet de préciser un petit peu l'idée. Donc pensez à mettre des qualificatifs dans votre titre, pas de verbe conjugué, hein, vous ne pouvez pas faire. Là, par exemple, j'ai pas mis l'encadrement du droit des personnes par le droit national est important. Ça, vous perdez des points tout de suite parce que là, vous conjuguez, c'est une phrase et il faut surtout pas le faire. Donc là, pareil, vous voyez, l'encadrement institutionnel du droit des personnes par les pouvoirs publics nationaux, vous avez toujours un adverbe, un qualificatif et pour préciser l'idée. Bon, ça, c'était pour la rédaction des titres. Donc maintenant, donc pour les paragraphes. Ici, donc l'encadrement institutionnel du droit des personnes par les pouvoirs publics nationaux. Vous allez voir que la construction de cette sous-partie, elle n'est pas au hasard. Je ne fais pas un gros bloc où je mélange un peu les idées. Donc ici, la hiérarchie constitutionnelle traditionnelle continue de structurer le droit des personnes. Ça, c'est quoi? C'est simplement une phrase introductive. Donc là, j'explique un petit peu l'idée. C'est une phrase introductive qui explique. Donc vous voyez, ça permet même de gagner un petit peu quand vous savez pas trop quoi dire dans vos parties. Pensez à faire des phrases introductives à chaque fois. Ça permet d'expliquer ce que vous allez dire après. En premier lieu, là, c'est ma première idée. Donc en premier lieu, pourquoi le droit des personnes continue d'être encadré par les pouvoirs publics nationaux? En premier lieu, parce que la Constitution, c'était ma première idée, moi je l'avais mis sous forme de tiret dans la construction de mon plan en brouillon. En premier lieu, vous avez la Constitution qui prévoit des règles de répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Ça, même si vous ne faites pas du droit des personnes, vous pouvez le savoir rien qu'en ayant des bonnes connaissances en droit constitutionnel, parce qu'on le voit sur le cours sur le domaine de la loi, donc article 34 et article 37. Et vous avez l'article 34 qui énumère les matières réservées à la loi et qui vise notamment les règles concernant l'état et la capacité des personnes. Donc nécessairement, c'était ma première idée ici, nécessairement on va avoir la loi qui va s'intéresser aux droits des personnes. Donc voilà ma première idée. Ensuite, j'avais une autre idée, là, donc deuxième tiret, ici. Par ailleurs, vous avez même des évolutions constitutionnelles récentes qui témoignent d'une volonté de renforcement de la protection des droits fondamentaux. Donc là, c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution, j'explique tout ça. Mais voyez, quand vous êtes dans votre brouillon, vous pouvez réfléchir, vous dites, bon alors pourquoi le droit des personnes continue d'être encadré par le droit français? Donc vous allez avoir plein d'idées qui vont venir. Et d'abord, vous allez faire défiler comme ça les sources, vous allez vous dire, bon bah, au niveau constitutionnel, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, j'ai l'article 34 qui vise la loi pour l'état et la capacité des personnes. Bon bah ça, c'est ma première idée, je vais expliquer un peu pourquoi. Mais récemment, je sais aussi que l'IVG a été inscrit, enfin le droit à l'IVG a été inscrit dans la Constitution. Ah bah tiens, ça me fait une deuxième idée. Je vais expliquer que oui, c'est quelque chose dont il faut que je parle. Ensuite, vous continuez de réfléchir et vous vous dites, bon bah, il y a aussi la loi française. Dans la loi, vous avez quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est ici, je vais vous expliquer après. Et après, ah oui, mais il y a aussi les actes administratifs qui encadrent un petit peu le droit des personnes. Bon bah, j'ai ça, ça, ça. Donc je vais pouvoir parler de la Constitution, je vais pouvoir parler de la loi, je vais pouvoir parler des actes administratifs. Une fois que vous avez toutes ces idées, vous savez que vous aurez au moins 3 ou 4 paragraphes dans votre sous-partie. Vous pouvez vous dire, bon bah, et ça c'est une fois que vous avez trouvé vos idées, c'est une sorte de hiérarchie des idées. Vous allez vous dire, bon bah, comment je vais présenter ces idées dans ma sous-partie? Vous pouvez vous dire, bon bah, je vais peut-être suivre un ordre logique et commencer par parler plutôt des règles constitutionnelles, suivre l'idée de hiérarchie des normes, puis de la loi, puis des actes administratifs. Je ne vais pas commencer par les actes administratifs qui sont quand même beaucoup moins importants que la Constitution. Et donc là, ça va encore plus loin. Vous hiérarchisez vos idées au sein de votre sous-partie. C'est ce qu'on demande, hein. C'est-à-dire que vous trouvez vos idées au brouillon, ça vous fait vos paragraphes. Ensuite, vous hiérarchisez un peu ces idées pour bien les expliquer. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, vous avez la première idée. Deuxième idée ici, je parle de l'IVG, etc. Et pas que. Je parle aussi de quelques dispositions de la DDHC qui ont été invoquées afin de contester la constitutionnalité d'un article du code pénal sur la création de nouveaux gallodromes. Donc ça peut être plein d'exemples que vous avez eus. Vous faites défiler votre cours, vous rappelez votre cours magistral, vous notez tout et après vous essayez de les regrouper. Donc ça allait plutôt avec l'idée de l'IVG.
Ensuite, donc la loi conserve une importance décisive. La loi bioéthique, je parle de la loi bioéthique avec voilà, globalement, mais là je la résume. Plus récemment, vous avez une loi, donc là on peut se rappeler, dans notre cours magistral ou de ce qu'on a vu, des lois un peu récentes qui ont encadré le droit des personnes. Donc là, c'est à vous de faire défiler votre cours et de vous dire: «Bon, la loi continue d'encadrer quand même le droit des personnes. Là, bon, je vais en parler un peu, j'ai quelques exemples ici, je vais les donner ici». Et enfin, vous dites: «Bah oui, mais je me rappelle dans mon cours, j'ai vu qu'il y avait quand même des actes administratifs qui, continuent de régir un peu, de réglementer le droit des personnes». Donc là, ici, le décret relatif au contrôle des comptes de gestion et cetera. Bon, vous avez, voilà, des choses. Parfois, en plus, ces choses-là, vous les trouvez dans votre code civil. Donc si, ça, vous ne le connaissez pas, vous l'avez pas vu, Heu, c'est pas impossible que vous avez un décret qui puisse être reproduit dans votre code civil. Donc vous pouvez vous dire, faut pas baser toute sa dissertation uniquement sur le code civil. Vous avez intérêt à avoir des connaissances de cours et cetera. Mais là, vous pouvez vous dire: «Bon, bah, ça, je l'ai vu, ça peut rentrer dans mon 1A, je vais peut-être en parler». Ensuite, dans mon B, donc l'idée du B, c'était plutôt de parler, bah, comme on est là plutôt sur le droit français, on va parler de la jurisprudence nationale et on va voir que la jurisprudence nationale continue d'encadrer le droit des personnes. Donc là, pareil, petite phrase introductive, bien que la jurisprudence ne soit pas une source du droit officiel, on explique pourquoi, ça c'est de l'introduction au droit pur, les juridictions françaises exercent quand même une influence normative majeure sur l'évolution du droit des personnes. Vous voyez, ça c'est un paragraphe introductif. Et ensuite, on a nos idées, donc un, 2, 3. En premier lieu, on a les juridictions de l'ordre judiciaire. Donc là, on parle de la Cour de cassation, on donne un exemple. Donc je dis que la Cour de cassation, elle assume une fonction de régulation, etc. On parle d'un arrêt important qui concerne le sexe neutre. Hem, des adages importants qui ont été développés comme l'adage infans conceptus. Donc tout ça, c'est vos idées qui sont réunies au brouillon et vous dites: «Bah, je vais les mettre ici dans ce paragraphe-là». Ensuite, les juridictions de première instance et les cours d'appel participent également à cette dynamique et cetera. Donc là, on donne un exemple, voilà. Ça, c'est aussi des choses que vous pouvez trouver dans le code civil. Et vous avez aussi les juridictions de l'ordre administratif. Donc vous voyez, il y a une logique encore une fois dans mes paragraphes. Là, je parle des juridictions de l'ordre judiciaire. Là, je poursuis un petit peu avec l'idée du fait que les juridictions de première instance, les cours d'appel, voilà, ont une petite influence aussi. Vous voyez, je détaille pas trop, hein, il y a que 4 lignes. Et là, je parle des juridictions de l'ordre administratif avec le Conseil d'État et je donne un exemple, voilà, ici. Donc là, je vais puiser en fait dans mon cours, je me rappelle de ce que j'ai vu, des exemples et je crée mes parties comme ça. Vous voyez, la partie, elle est pas très longue, hein, mon B, il est pas hyper long, mais voilà. Là, vous voyez, toujours dans le B, il y a un qualificatif. L'influence créatrice, j'ai pas mis juste l'influence de la juridiction nationale. Ma petite transition ici pour arriver sur le 2. Et donc là, le 2, on va expliquer que bah, le droit des personnes, c'est toujours, on explique une idée, on décrit pas, c'est pas descriptif, hein, on explique une idée. Et l'idée qu'on explique, c'est que le droit des personnes bah, évolue grandement sous l'influence des sources européennes et internationales. Et puis, il n'est pas simplement encadré et figé par le droit national. Et donc là, on va parler d'abord du droit européen, de l'influence du droit européen sur le droit des personnes, et puis on va parler de l'émergence de nouvelles influences. Donc vous voyez, ce qui aurait été la pire chose à faire, là, ça aurait été de faire un plan descriptif avec le droit européen concernant le droit des personnes. Et ensuite, le droit européen concernant le droit des personnes, paf, paf, paf. Vous pouvez simplement améliorer tout ça en montrant, en réfléchissant, en axant votre réflexion sur cette idée d'évolution, de transformation. Donc là, pareil, vous avez 1, 2, 3, 4 paragraphes qui vont correspondre à des idées. Donc le Conseil de l'Europe, tout ça là, c'est un paragraphe introductif. Ensuite, ici, première idée, pourquoi ça permet de faire évoluer le droit des personnes? Bah, parce qu'on a l'effet direct de la Convention, européenne des droits de l'homme qui permet de l'invoquer. Donc là, voilà, je parle de l'effet direct. Je donne un exemple avec, le sexe neutre qui montre qu'on a invoqué dans cet arrêt pour la reconnaissance d'un sexe neutre qui n'a pas abouti. Le justiciable avait invoqué un article de, la convention, mais c'est juste un exemple, hein. Là, voilà, je donne un autre exemple ici. Ici, donc deuxième idée, pardon. En deuxième lieu, pourquoi ça a autant une influence? C'est le mécanisme de protection juridictionnelle offerte par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut directement saisir, après épuisement des voies de recours internes, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'explique pourquoi et je donne un exemple, toujours, la même chose. Et ensuite, ici, voilà, je donne un autre exemple en expliquant que, on a eu des évolutions qui sont venues, de, la Cour européenne des droits de l'homme et je donne, 2 exemples. Transition ici, et là c'est la même chose, l'émergence de nouvelles influences internationales et européennes.
Donc là, on va au-delà du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire au-delà de la Convention européenne des droits de l'homme, et on va expliquer que, voilà, on a des d'autres conventions internationales qui vont jouer. Donc là, je parle de la Convention de New York parce qu'on le voit souvent en droit des personnes. C'est souvent invoqué notamment du point de vue du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est évoqué. Je vous laisse lire ici, mais voilà, je donne des exemples et je parle rapidement de l'Union européenne avec voilà, un exemple ici, mais c'est vraiment un exemple que j'ai donné comme ça, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des déclarations symboliques, donc c'est l'argument le moins important. Toujours cette idée de hiérarchiser ces arguments au sein de ces sous-parties, mais c'est souvent évoqué, au moment de la présentation de la summa division en droit des personnes. Quand on va parler, des animaux, on a des déclarations symboliques comme la Déclaration universelle des droits de l'animal. Donc vous voyez, ça c'est plein d'idées. J'ai eu plein d'idées en fait au brouillon. J'ai noté mes tirets et après j'ai classé dans 4 sous-parties, pour répartir un petit peu, à chaque fois avoir entre 2 et 4 idées dans chacune de mes sous-parties. Et vous voyez que chaque paragraphe correspond à une idée. Donc je veux vraiment que vous compreniez ça sur la dissertation juridique. C'est vraiment noter toutes les idées que vous avez au brouillon, en faire un exercice de réflexion et pas un exercice descriptif. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la partie des impératifs. Et puis ensuite, vous classez vos différentes idées. C'est comme un puzzle. Une fois que vous avez mis dans le désordre vos idées, c'est les pièces du puzzle. Vous les avez mis dans le désordre sur votre brouillon. Vous avez réfléchi à un axe de réflexion avant de trouver vos idées, hein. Et vous allez, pour répondre à cet axe de réflexion, prendre ces pièces de puzzle et les mettre dans 4 sous-parties, et essayer de les répartir équitablement. Et vous les mettez pas n'importe comment, ces pièces de puzzle. Vous réfléchissez pour que qu'il y ait une cohérence, que ce soit, une certaine idée de hiérarchie des arguments. Là, évidemment, dans cette sous-partie, quand je parle de hiérarchie, ça aurait manqué de pertinence de ma part de parler directement de l'influence de la déclaration symbolique de la Déclaration universelle des droits de l'animal du 15 octobre, sachant que c'est une déclaration symbolique qui n'a pas de véritable valeur juridique. Il vaut quand même bien mieux que je commence par la Convention de New York, qui a une véritable valeur juridique et pour laquelle j'avais plein d'exemples dans mon cours de droit des personnes. Il vaut mieux que je commence là-dessus et que je parle en dernier, vous voyez, de cette convention qui n'a qu'une simple valeur symbolique. C'est ça, hiérarchiser ces idées dans ces parties. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, cette petite correction orale, que vous y voyez plus clair. Et je vous dis bon courage pour vos révisions.